Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par les ateliers de ventilation à domicile en partenariat avec la société L3 Médical, partenaire de Breas France. Je m'appelle Jean-Michel Arnal, je travaille à Toulon. Aujourd'hui, nous allons parler de la synchronisation patient-ventilateur. Nous avions déjà abordé ce sujet il y a 15 jours où nous avions défini les asynchronies, vu comment on peut les reconnaître cliniquement et comment on peut optimiser les réglages du ventilateur pour diminuer le nombre d'asynchronies. Aujourd'hui, on va voir le monitorage avancé avec la lecture des courbes et la mesure de l'effort inspiratoire. Et pour ce faire, nous avons invité le docteur Alain Palot. Bonjour Alain. Bonjour. Alain est pneumologue et chef de service de pneumologie à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et il a une grosse expérience de la ventilation non invasive. Alors le webinaire va se dérouler en 3 parties. On va d'abord parler de la lecture des courbes pour opérer les asynchronies. Et puis Alain va nous parler des sangles d'effort. Et enfin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Et donc, je vous encourage à poser les questions sur la plateforme. Donc, pour démarrer, la lecture des courbes. Ce qu'on appelle une courbe, c'est la représentation graphique d'un paramètre mesuré par le ventilateur, la pression ou le débit en fonction du temps. Comme vous le savez, quand à l'insufflation, la pression augmente et le débit est représenté de façon positive, c'est-à-dire que la ligne est au-dessus du zéro. Donc ça, c'est l'insufflation. Et à l'expiration, le débit est négatif, c'est-à-dire que la ligne est en dessous de la ligne de zéro. On peut imager la courbe de volume, mais vous savez que les ventilateurs ne mesurent pas les volumes, ils mesurent que des débits et ils intègrent la courbe de volume à partir de la mesure du débit. Ce que je veux dire là, c'est que la courbe du volume n'apporte rien de plus par rapport à la courbe de débit et que donc on peut s'affranchir de la courbe de volume et par contre la remplacer par une troisième courbe qui est intéressante, qui est la courbe de fuite, que ce soit la fuite totale ou la fuite non intentionnelle, puisque ça va nous permettre de voir s'il y a une asynchronie, est-ce qu'il y a une fuite en cours ou pas, qui pourrait expliquer l'asynchronie. La quatrième courbe qui peut être intéressante, c'est celle du haut, où le logiciel va nous dire si c'est le patient qui déclenche le cycle quand on a un rectangle vert ou si c'est le ventilateur qui est à l'origine du cycle, donc sur la fréquence de sécurité, quand on a un rectangle jaune. Et ça, c'est très utile quand on interprète les courbes. Alors, concernant l'échelle de temps, on va au début afficher une échelle de temps qui va couvrir la nuit complète. Ça va nous permettre de voir le profil des fuites tout au long de la nuit. Et notamment, est-ce qu'il y a des fuites non intentionnelles et comment elles se répartissent pour essayer de comprendre le mécanisme de fuite. Ensuite, on va zoomer sur une échelle de 5 minutes. Cette échelle va nous permettre de voir des variations de débit qui correspondent à des obstructions des voies aériennes supérieures. Donc, c'est une échelle assez favorable pour voir ça. Et enfin, on va finalement mettre une échelle de 1 minute, ce qui va permettre de voir les cycles de façon beaucoup plus précise et d'apprécier la synchronisation. Alors, avant d'interpréter les signaux, il faut comprendre un peu comment ils sont calculés. Ici, vous avez le ventilateur, le circuit et le masque. Et comme vous le savez très bien, il n'y a pas de mesure directe au niveau du masque. En fait, le ventilateur va mesurer la pression et le débit en sortie juste avant le circuit. Et de là, il va calculer la pression dans le masque, le débit de fuite et le débit du patient. Alors, comment on passe de la mesure au calcul? Pour ce qui est de la pression, le ventilateur mesure la pression en sortie donc, du ventilateur, va soustraire la perte de charge qui correspond à la perte de pression due aux résistances du circuit et va recalculer la pression au niveau du masque. Et c'est pour ça que c'est très important de bien paramétrer le circuit. Sur certains ventilateurs, vous paramétrez le circuit, vous dites c'est du 15 ou du 22, ça permet au ventilateur de connaître la résistance du circuit. Et sur d'autres appareils, on nous demande de calibrer le circuit
une fois au début, et ça permet aussi à l'appareil de connaître la résistance du circuit, donc d'avoir un calcul plus précis de la pression au niveau du masque. Pour ce qui est du débit, le ventilateur va mesurer le débit total, c'est-à-dire le débit qui quitte le ventilateur, et de là va calculer le débit du patient et le débit de fuite. Alors, comment ça se passe? Si je grossis un petit peu, en jaune, vous avez ici le débit total, c'est-à-dire le débit qui quitte le ventilateur. Et comme vous voyez, eh bien, ce débit est toujours positif, quasiment, puisque même à l'expiration, le ventilateur continue à envoyer un petit débit pour maintenir la pression expiratoire. Et donc, le ventilateur va, sur cette courbe de débit total, faire la moyenne de la courbe. Et cette moyenne, c'est la fuite totale moyenne. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va recentrer cette courbe autour de la ligne du zéro. Et ça va être la courbe de débit patient, parce que le débit patient, forcément, il est centré autour de la ligne de zéro. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que le patient inspire, il expire le même volume. Et la différence entre ces deux courbes, ça sera la courbe de fuite totale. Donc, il mesure le débit total du ventilateur. Une partie de ce débit va vers le patient, l'autre va vers la fuite. Donc, ici, on a une courbe de pression en haut et une courbe de débit dans le mode ST. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur la courbe de pression? On peut voir la PEP, la pression expiratoire, la PIP, la pression inspiratoire, et le temps de montée, qu'on appelle aussi la pente, qui est la vitesse avec laquelle on passe de la PE à la PI. Donc, finalement, sur la courbe de pression, on voit nos réglages. Ça, c'est les réglages qu'on a fait. Et sur la courbe de débit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le décroché du déclenchement inspiratoire. Ce petit décroché témoigne que c'est le patient qui a initié l'inspiration. On va voir notre réglage de trigger expiratoire, déclenchement expiratoire, qui est un certain pourcentage du débit maximum. Et puis, on va voir le débit expiratoire, et vous verrez que c'est sur le débit expiratoire qu'on a le maximum d'informations. Donc, pour se résumer, quand on est dans le mode ST, la courbe de pression n'a pas tellement de valeur puisqu'elle nous affiche nos réglages. Et c'est surtout la courbe de débit qui va nous renseigner sur le patient. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, notre regard va surtout se porter sur la courbe de débit. Alors, si je regarde la courbe de débit inspiratoire, elle a une forme triangulaire avec un débit maximal en début d'inspiration et puis qui va diminuer tout au long de l'inspiration. Alors pourquoi le débit a cette forme-là? Eh bien, vous savez qu'en VNI, le débit est généré par la différence de pression entre la pression dans le masque et la pression dans les alvéoles. Donc regardez cet exemple ici. La pression à l'expiration, on a réglé 7 cm d'eau et à l'inspiration, 19 cm d'eau. Donc, en tout début d'inspiration, la pression dans l'alvéole est à 7 au niveau de la PE, et la pression dans le masque est à 19, ce qui veut dire qu'il y a un gros gradient entre les deux, ce qui explique qu'il y a un gros débit inspiratoire. Au fur et à mesure que l'inspiration progresse, la pression dans les alvéoles va monter, puisque le poumon se remplit, entre guillemets. Donc la pression augmente, donc le gradient entre le masque et l'alvéole diminue, et c'est pour ça que le débit inspiratoire va diminuer progressivement, ce qu'on voit ici. À l'expiration, le débit expiratoire, c'est un peu un reflet, c'est-à-dire que c'est un triangle mais inversé, où de la même façon, on a un débit expiratoire maximal d'emblée, et puis le débit va revenir jusqu'à la ligne de zéro de façon normale. Pourquoi? C'est pareil, c'est dû au gradient de pression, qui est ce coup-ci inversé, entre l'alvéole et le masque. Donc là, on est en tout début d'expiration, donc la pression dans l'alvéole est importante puisque le volume courant est dans le patient, entre guillemets, et la pression au niveau du masque, c'est la PE. Donc par exemple, on aura 17 dans l'alvéole, 7 dans le masque, gros gradient qui génère un gros débit expiratoire. Au fur et à mesure que le poumon va se vider, la pression dans l'alvéole va rebaisser. Donc le gradient entre l'alvéole et le masque va diminuer et c'est pour ça qu'on voit une diminution du débit expiratoire jusqu'au moment où la pression dans l'alvéole va atteindre la PE. Il n'y aura plus
de différence de pression, donc il n'y aura plus de débit, et on va voir que le débit revient à la ligne de 0. Et donc, si le débit ne revient pas à la ligne de 0 en fin d'expiration, ça veut dire que la pression dans l'alvéole reste supérieure à la PE, ce qui suggère qu'il y a une hyperinflation dynamique avec une PEP intrinsèque. Donc c'est comme ça, quand on voit ça, qu'on peut deviner que ce patient est probablement un obstructif, probablement un BPCO, avec une PEP intrinsèque. En termes d'asynchronie, donc, nous avions vu la dernière fois qu'il existe 3 asynchronies au déclenchement de l'inspiration, qui sont le délai de déclenchement, les efforts non récompensés et l'autodéclenchement. Il existe 3 asynchronies en fin d'inspiration, donc en début d'expiration, que sont le cyclage prématuré, quand ça coupe trop tôt, le double déclenchement et le cyclage retardé, quand ça souffle trop longtemps. Et puis, il existe 2 asynchronies en cours d'inspiration, qui sont des asynchronies en débit. Soit le débit fourni par le ventilateur est insuffisant, soit il est trop important. Et donc, on va voir comment lire et voir ces asynchronies quand on lit la carte d'un ventilateur, c'est-à-dire chez un patient, pour savoir si la nuit, il a des asynchronies. Et parmi toutes ces asynchronies, elles ne sont pas toutes de fréquence égale. J'ai mis en gras les plus fréquentes, que sont les efforts non récompensés et le cyclage retardé. Donc, concernant le déclenchement, la première asynchronie, c'est le délai de déclenchement. Donc, comment on va voir qu'il y a un délai de déclenchement? Eh bien, on va voir quand la pression diminue un tout petit peu, c'est le début de l'effort inspiratoire. Et après, on va voir quand le ventilateur délivre le cycle. Et le temps entre les deux, c'est du délai de déclenchement, c'est-à-dire que le patient a initié son effort, mais ne reçoit pas encore le débit du ventilateur. Et donc, si ce temps est supérieur à 300 millisecondes, c'est un délai de déclenchement important. Qu'est-ce qu'on va faire si on a un délai de déclenchement? Eh bien, on va augmenter la sensibilité du déclenchement inspiratoire ou du trigger inspiratoire. Peut-être qu'il n'est pas assez sensible. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement un patient justement BPCO qui a une PEP intrinsèque qui est mal compensée par la PEP externe, ce qui l'oblige à fournir un effort important. Et donc, on va augmenter la PE de 1 cm d'eau et réévaluer. La deuxième asynchronie, ce sont les efforts non récompensés. Donc, les efforts non récompensés, c'est pire. Là, le patient, il fait un effort, mais il n'arrive pas à déclencher de cycle. Donc, comment on va le voir? Eh bien, on va voir sur la courbe de débit expiratoire, ici, qu'à un moment, généralement en deuxième partie d'expiration, le patient fait un effort inspiratoire, donc on a le débit qui va vers la ligne de 0, mais qui n'atteint pas la ligne de 0, et il y a un relâchement musculaire. Donc quand on voit ces petites bosses donc sur le débit expiratoire, en deuxième partie d'expiration, ça c'est un effort non récompensé. Vous voyez qu'il y en a un autre un petit peu plus loin, et si on regarde bien, finalement ce patient, il a envie de respirer une fois sur le premier cycle, une fois ici mais il n'y arrive pas, une fois ici il y arrive, troisième cycle, quatrième effort, il y arrive. Cinquième, il n'y arrive pas. Et sixième, il y arrive. Donc, il y a pas mal d'efforts non récompensés. On peut deviner les efforts non récompensés aussi sur la courbe de pression par une petite cupule à convexité vers le haut. Mais c'est souvent discret. On le voit beaucoup mieux sur la courbe de débit. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des efforts non récompensés? C'est la même chose. On va d'abord augmenter la sensibilité du déclenchement inspiratoire. On va augmenter la PE si on suspecte une PEP intrinsèque. Et si tout ça ne marche pas, il faut se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de surassister mon patient, surtout s'il présente un syndrome de déventilation? Et à ce moment-là, on sera encouragé à baisser l'API pour diminuer l'aide inspiratoire. L'autodéclenchement, c'est le contraire, c'est un cycle mécanique qui n'est pas initié par un effort du patient, ni par la fréquence de sécurité. Donc, c'est un cycle mécanique qui part tout seul. Comment on va le voir? Eh bien, sur la courbe de pression, on va voir un cycle qui arrive de façon précoce, qui n'est pas du tout, qu'on n'attend pas à ce moment-là, si je puis dire, et qui a une durée très précoce. Et sur la courbe de débit, on voit que c'est un cycle qui est avorté, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit débit, parce que le patient reçoit un cycle alors qu'il ne fait pas du tout d'effort inspiratoire. Donc, il y a un tout petit débit inspiratoire. C'est très inconfortable l'autodéclenchement.
Comment on va le régler? On va s'assurer que ce ne soit pas dû à des fuites non intentionnelles. Si c'est le cas, on va maîtriser les fuites. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir diminuer la sensibilité du déclenchement inspiratoire. Ça veut dire que le déclenchement est trop sensible. Les asynchronies de fin d'inspiration, qu'est-ce qui arrive? Le cyclage prématuré. Cyclage prématuré, ça veut dire que le cycle mécanique s'arrête alors que le patient fait toujours un effort inspiratoire. Donc en gros, ça coupe trop tôt. Comment est-ce qu'on va le voir? Eh bien, on va voir que le cycle est très court par rapport au précédent qu'on pourrait prendre comme référence. Et puis, on a le pic de débit expiratoire là qui est tronqué, qui est amputé, parce que le patient, lui, il est toujours en train d'inspirer. Donc, il n'y a pas de pic de débit expiratoire. Et on voit cette petite bosse là qui témoigne que le patient, en fait, il aimerait bien que le cycle se prolonge jusqu'à ce point-là. Donc, quand on voit ce débit expiratoire tronqué, c'est un cyclage prématuré. Comment on va régler ça? Eh bien, on va rallonger le déclenchement expiratoire. Donc, par exemple, si vous êtes sur une Vivo avec un déclenchement expiratoire à 5, ben, vous allez le rallonger en le mettant à 6. Ou peut-être que c'est le TImax qui nous limite. À ce moment-là, on va allonger le TImax. Le double déclenchement, c'est un cyclage prématuré sévère, c'est-à-dire que de la même façon, quand le premier cycle s'arrête, le patient fait toujours un effort inspiratoire, il est capable de déclencher un deuxième cycle. Donc on va le voir très très bien à la fois sur la courbe de pression et sur la courbe de débit. Et on va voir qu'entre les deux cycles, le patient n'a pas eu le temps d'expirer. Donc c'est deux cycles qui s'enchaînent l'un après l'autre. Et de façon tout à fait classique, le débit sur le deuxième cycle est moins important que sur le premier, puisque le deuxième cycle arrive alors que le patient a déjà eu un volume courant, donc le deuxième volume courant est moindre. Et du coup, comme le patient, si on additionne ces deux volumes courants, eh bien, il a un très grand volume courant, eh bien, l'expiration d'après va être une expiration avec un débit expiratoire important, plus important que sur un cycle normal. Ça correspond à l'expiration du grand volume courant. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a du double déclenchement? C'est pareil que du cyclage précoce. On va rallonger le déclenchement expiratoire et rallonger le TImax. Le cyclage retardé, c'est l'inverse. C'est le ventilateur qui souffle trop longtemps, au-delà de l'effort du patient. Comment on va le voir? Eh bien, on va voir un petit pic de pression ici. Sur la fin de l'inspiration, on a un petit pic de pression et on a une cassure au niveau du débit. Pourquoi? Parce que le patient commence à expirer et le ventilateur est toujours en train d'insuffler. Donc, il y a un conflit entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a du cyclage retardé? Eh bien, ce coup-ci, on va raccourcir le déclenchement expiratoire. Donc, si on est sur un réglage à 5 sur la Vivo, on va le raccourcir en le mettant à 4, ce qui correspond à 60% du débit inspiratoire maximum. Et peut-être qu'on peut aussi raccourcir le TImax. Les asynchronies de débit. Qu'est-ce qui peut se passer? Que le débit soit trop important. On appelle ça de l'overshoot. Comment on va le voir sur les courbes? On va le voir parce qu'on verra un petit pic de pression en tout début du cycle. On va dire que la pression dépasse un peu l'objectif. Et on verra aussi un petit pic de débit qui va déformer le débit. Au lieu d'avoir un débit triangulaire comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez que ça commence par un petit pic qui généralement est assez inconfortable. Donc globalement, si vous voyez que le pic de pression sur les courbes, probablement qu'il n'y a rien à faire, que ça ne gêne pas le patient. C'est un problème de pneumatique. Mais par contre, si on voit le pic sur le débit, il va falloir s'en occuper parce que généralement, c'est inconfortable. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va rallonger le temps de montée ou la pente. Donc, par exemple, si on était sur un réglage à 1, une pente très rapide, eh bien, on va se mettre sur le réglage 2 et on va réévaluer. Et l'inverse, c'est un débit qui est insuffisant. Si le débit inspiratoire est insuffisant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu d'avoir un débit qui a une forme triangulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, on aura un débit qui a une forme en cloche ou en coupole, donc tout à fait arrondi comme ça. Ça veut dire que le patient fait un effort inspiratoire important tout au long de l'inspiration. Donc, il ne reçoit pas assez de débit.
hein. Donc si on le voit une fois dans la nuit, ce n'est pas du tout grave, mais si on le voit régulièrement, eh bien, le patient a besoin de plus de débit. Donc comment on va faire? On va augmenter l'aide inspiratoire en augmentant la PI et on va raccourcir le temps de montée ou la pente. Hein, généralement, il faut faire les deux en même temps. Donc pour se résumer, sur la courbe de pression, on va voir quand le débit est trop important par un petit pic de pression en début d'insufflation, on va voir le double déclenchement et on va voir du cyclage retardé quand on a le petit pic de pression en fin de pression inspiratoire. Sur la courbe de pression expiratoire, on ne voit pas grand-chose. On verra des efforts non récompensés avec une petite cupule, mais c'est discret. On verra l'autodéclenchement si on voit un cycle précoce et très court. Et on verra du délai de déclenchement si à la fin, là, on voit que le patient initie son effort bien avant que le ventilateur se déclenche. Sur la courbe de débit inspiratoire, on verra un débit trop important si on a un pic de débit au début. On verra un débit insuffisant si on a une forme en cloche et on verra un double déclenchement si on voit deux cycles sans réelle expiration entre les deux. Et finalement, le maximum d'informations, ça va être sur la courbe de débit expiratoire, où on verra un cyclage prématuré si on a le débit expiratoire qui est tronqué, avec une petite bosse. On verra des efforts non récompensés si en deuxième partie d'expiration, on a cette petite déformation du débit. On verra l'autodéclenchement si tout d'un coup, on voit un petit cycle avec un petit débit. On verra l'hyperinflation dynamique si le débit ne revient pas à zéro. Et on verra un délai de déclenchement, pareil, s'il y a un temps important entre l'effort et le cycle. En pratique, il ne s'agit pas de regarder cycle à cycle, parce qu'autrement, on va prendre la journée pour lire une nuit. Donc, on va balayer les courbes sur une nuit. Ça prend entre 5 à 10 minutes. Et ce qu'on va rechercher, c'est les asynchronies la plus fréquentes. Donc, on va regarder qu'est-ce qui revient le plus souvent. Et on va considérer comme significative une asynchronie qui se répète au moins tous les 10 cycles. Donc, 10% d'asynchronie. Donc, généralement, à chaque page, vous avez à peu près 15 cycles, hein, entre 10 et 15 cycles. Donc, si vous avez une asynchronie que vous voyez à toutes les pages, sûrement que celle-là, il va falloir essayer de s'en occuper. Maintenant, si vous avez une asynchronie qui survient de temps en temps, probablement qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper. Et puis, toujours se dire, est-ce que cette asynchronie est liée à un inconfort? Donc, quand on voit une asynchronie, on essaye de la régler, mais on fait toujours essayer le patient le nouveau réglage, parce que des fois on peut être en conflit où le patient nous dit que les réglages d'avant c'était mieux, et à ce moment-là on va bien sûr privilégier le confort. Voilà, donc je vous propose qu'on passe la parole au docteur Palot, qui maintenant va nous parler de la mesure de l'effort par les sangles. Merci Jean-Michel. Donc moi je vais vous parler de l'intérêt des sangles thoraco-abdominales pour la mesure de l'effort respiratoire lors du monitorage sous VNI. Donc on va commencer par un petit QCM. Donc pourquoi est-ce qu'il faut réaliser un monitorage la nuit? Donc première question, parce qu'on s'ennuie. Deuxième question, pour impressionner les internes. Ou troisièmement, car plus de 50% des malades sont mal ventilés la nuit malgré des réglages optimaux la journée. C'est trois bonnes réponses, je pense, hein, parce que si on s'ennuie, regardez les courbes des ventilateurs, ça occupe bien. Pour impressionner les internes, ça marche toujours. Donc il ne faut pas hésiter à leur montrer les courbes des ventilateurs. Et effectivement, plus de 50% des malades sont mal ventilés la nuit, alors qu'on a réglé le ventilateur au mieux en fonction de la pathologie du patient, de la synchronisation au cours de la journée. Il y a donc un réel bénéfice à regarder ce qui se passe pendant la nuit. Donc, quelles sont les causes de mauvaise tolérance de la VNI au cours du sommeil et d'échec de la VNI? La cause la plus fréquente, c'est la fuite. Et la fuite non intentionnelle est très fréquente, même si vous avez l'impression sur votre rapport de VNI que la moyenne des fuites est bonne. Il peut y avoir quand même des fuites au cours de la nuit. Et ces fuites sont responsables d'asynchronisme au cours de la nuit, d'éveil, d'une mauvaise tolérance du ventilateur. Et il peut y avoir des retentissements cliniques des fuites. La deuxième cause de mauvaise tolérance, qui est extrêmement fréquente, c'est la diminution de la perméabilité des voies aériennes supérieures.
Et lorsqu'on enregistre les patients sous VNI, on se rend compte qu'il y a une instabilité des voies aériennes supérieures qui peuvent être en rapport avec une diminution de la commande centrale ou sans diminution de la commande ventilatoire. Et on va voir comment découvrir cette obstruction des voies aériennes supérieures grâce aux sangles. Ensuite, on peut avoir des asynchronismes patient-machine, comme on l'a vu avec Jean-Michel, et des hypoventilations résiduelles. Donc il y a plusieurs formules pour réaliser un monitorage nocturne. Donc la formule la plus basique, c'est le monitorage nocturne par oxymétrie, un oxymètre indépendant du ventilateur. La deuxième formule, un petit peu plus séduisante, c'est de réaliser une oxymétrie intégrée à la VNI. Et ensuite, on va décharger la carte SD ou la clé USB avec les données du ventilateur dans le logiciel du fabricant. Et on aura l'oxymétrie associée aux courbes de débit, pression, volume et fuite. Une autre possibilité un petit peu plus complète, c'est de réaliser une polygraphie intégrée à la VNI grâce à une oxymétrie couplée à des sangles. Et la dernière solution, la dernière formule qui est beaucoup plus chic, c'est la réalisation d'une polygraphie sous VNI avec l'aide d'un pneumotachographe. Donc pour la première formule, une oxymétrie indépendante du ventilateur, donc on obtient une courbe d'oxymétrie au cours de la nuit, où dans ce cas-là, on voit qu'il y a des désaturations oscillantes en dents de scie tout au long de la nuit. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si ces désaturations sont liées à une obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande centrale, à une obstruction des voies aériennes supérieures sans diminution de la commande centrale, ou si ces désaturations sont en rapport avec des fuites, où là on voit bien qu'il y a des fuites importantes avec une augmentation de l'amplitude du débit, associé à des asynchronismes, comme vous l'a montré Jean-Michel, par des efforts non récompensés. De la même façon, si vous avez une oxymétrie seule qui n'est pas reliée à votre ventilateur, si vous avez des phases comme ça d'hypoventilation, vous ne pouvez pas savoir si ces phases d'hypoventilation sont liées à des fuites importantes. Donc on a des fuites importantes avec un asynchronisme patient-ventilateur, qui sont responsables d'une ventilation non efficace au cours de la nuit et donc d'une désaturation prolongée en cuvette, ou est-ce que cette phase d'hypoventilation est liée à une ventilation insuffisante, comme on le voit là en sommeil paradoxal, où on a une diminution prolongée de l'amplitude du débit, qui est liée à une aide inspiratoire insuffisante pour maintenir une ventilation suffisante en sommeil paradoxal, et donc c'est responsable de cette désaturation en cuvette. Donc la deuxième formule, c'est de réaliser un monitorage nocturne par une oxymétrie intégrée à la VNI. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc vous allez connecter l'oxymètre au ventilateur et décharger les données du ventilateur. Donc l'avantage, avec les logiciels de lecture de courbes, c'est qu'on peut se mettre l'oxymétrie tout au long de la nuit, où on voit que là, il y a des périodes où il y a des désaturations en dents de scie, à certaines phases de sommeil, et on peut zoomer sur ces périodes de désaturation. Donc là, on a mis une fenêtre de 5 minutes, et on peut choisir ce qu'on veut mettre dans cette fenêtre de 5 minutes. Donc là, on a mis la courbe de saturation, où on voit des désaturations, des resaturations, des saturations, la courbe de pression, la courbe de débit et les fuites, mais on peut rajouter le volume courant, par exemple. C'est intéressant de ne pas trop mettre de choses, sinon ça pollue un petit peu le visuel. Et la troisième formule, c'est de réaliser une polygraphie intégrée à la VNI. Donc de la même façon, on va brancher l'oxymètre au ventilateur associé à des sangles thoraciques et abdominales. Et dans ce cas-là, on pourra choisir de la même façon ce qu'on veut, la SPO2, la pression, le débit, les fuites, et on a en plus les signaux de sangles thoraciques et abdominales qui peuvent être très intéressantes
selon les événements respiratoires nocturnes résiduels que l'on va détecter. Et la dernière formule, donc comme je vous ai dit, qui est beaucoup plus chic, c'est la polygraphie sous VNI. Dans la polygraphie sous VNI, on aura la même chose qu'en polygraphie intégrée au ventilateur, puisqu'on aura la SpO2, la pression, le débit, les sangles thoraciques et abdominales, mais en plus, on aura la position du patient pendant son sommeil, ce qui peut être intéressant, puisqu'il y a des patients qui ne font des événements uniquement lorsqu'ils sont en décubitus dorsal. Le problème de la polygraphie ventilateur sous VNI, c'est que ça demande du matériel. Et si on veut faire de la polygraphie sous VNI, il faut avoir un pneumotachographe, donc qui est relativement cher, et ça justifie une hospitalisation du patient pour faire une polygraphie sous VNI. Donc souvent, ce sont des patients insuffisants respiratoires, assez sévères, qu'on n'a pas envie d'hospitaliser, qui ne veulent pas non plus, qui sont assez difficiles à déplacer. Donc le fait de réaliser une polygraphie intégrée au domicile, c'est une solution assez séduisante. Donc comment est-ce qu'on mesure l'effort respiratoire en ventilation non invasive? Donc la technique de référence, c'est la pression œsophagienne, mais qu'on n'utilise pas en routine, c'est utilisé uniquement en recherche. Sinon, il y a deux autres méthodes de mesure de la pression respiratoire. On a le signal JAWAC, mais qui est disponible que sur certains polygraphes. Et sinon, on a l'utilisation des sangles thoraciques et abdominales. Donc les sangles ont plusieurs intérêts. Et le premier, c'est de définir un événement respiratoire au cours du sommeil. Et l'événement respiratoire est défini par la mise en évidence d'une diminution de l'amplitude des sangles thoraciques abdominales. Donc on voit la sangle thoracique, les sangles abdominales, et là on a une abolition du signal au niveau des sangles thoraciques abdominales. On a donc un événement respiratoire qui est ici, et les événements respiratoires précèdent la désaturation. Donc cet événement respiratoire ici est responsable d'une désaturation secondaire. Là, on a un autre événement respiratoire où on voit une diminution de l'amplitude des sangles thoraciques et abdominales. Donc il existe trois types d'événements respiratoires nocturnes qu'il faut rechercher au cours du monitorage nocturne des patients sous VNI. Les asynchronismes, donc on a vu avec Jean-Michel, donc on ne va pas en reparler. L'obstruction des voies aériennes supérieures et les fuites au cours du sommeil. Donc les sangles thoraciques et abdominales sont indispensables pour caractériser certains événements qui sont relativement fréquents au cours du sommeil des patients ventilés. Et les sangles sont indispensables pour caractériser le type d'obstruction des voies aériennes supérieures. On va le voir après, mais lorsqu'on a une obstruction des voies aériennes supérieures, il existe deux types d'obstruction des voies aériennes supérieures, avec diminution de la commande ventilatoire ou sans diminution de la commande ventilatoire. Et les sangles peuvent être intéressants aussi pour caractériser certains asynchronismes, tels que les doubles déclenchements ou des cyclages tardifs et prématurés. L'intérêt des sangles, les sangles ont un intérêt dans ces cas-là. Donc comment caractériser l'obstruction des voies aériennes supérieures? Donc l'obstruction des voies aériennes supérieures est relativement fréquente en ventilation non invasive et sont responsables de micro-éveils, d'une ventilation de mauvaise qualité et d'une altération de la qualité de vie des patients, puisque très souvent, ils se réveillent avec des céphalées matinales, une asthénie, un sommeil non réparateur, et parfois même une mauvaise tolérance de la VNI qu'ils ne veulent pas poursuivre, parce qu'ils ont des réveils au cours de la nuit où ils ont l'impression de s'étouffer avec le ventilateur lorsqu'ils se réveillent à la fin d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc le premier mécanisme, c'est le collapsus oropharyngé, où dans ce cas-là, on a une obstruction des voies aériennes supérieures sans diminution de la commande ventilatoire. Donc cette obstruction des voies aériennes supérieures est uniquement liée à une instabilité des voies aériennes supérieures. Donc cet événement-là est relativement fréquent chez les patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation associé à un syndrome d'apnée du sommeil, ou les patients BPCO qui ont un phénotype comorbide associé à des apnées du sommeil dans le cadre d'un overlap syndrome. Dans ce cas-là, si vous mettez une PEP insuffisante, votre patient va avoir une obstruction des voies aériennes supérieures tout au long de la nuit, responsable de désaturation oscillante sur l'oxymétrie et d'un sommeil de mauvaise qualité.
Le deuxième type d'obstruction des voies aériennes supérieures, c'est l'obstruction des voies aériennes supérieures avec une diminution de la commande ventilatoire. Dans ce cas-là, c'est des patients qui sont surventilés, où vous avez mis une pression inspiratoire trop importante, et dans ce cas-là, c'est responsable de fermeture de glotte. Et donc pour ce deuxième type d'événement, on va plutôt diminuer la pression inspiratoire sur le ventilateur pour corriger ces obstructions des voies aériennes supérieures. Donc lorsqu'on lit les courbes des ventilateurs au cours de la nuit, comment est-ce qu'on repère une obstruction des voies aériennes supérieures? Eh bien, si vous êtes avec un ventilateur barométrique, l'obstruction des voies aériennes supérieures se caractérise par une diminution de l'amplitude du débit, qui précède toujours une désaturation. Donc on voit qu'il y a une désaturation ici, donc l'événement respiratoire est ici, et donc on voit une diminution de l'amplitude du débit. La pression reste constante puisqu'on est en ventilateur barométrique, et par contre on voit que le débit chute. Donc on a donc une obstruction des voies aériennes supérieures sur cet événement-là, puis les voies aériennes supérieures se réouvrent, le patient ventile normalement, la saturation remonte, puis on a une nouvelle obstruction des voies aériennes supérieures, etc. Donc ces événements répétés au cours de la nuit sont responsables de micro-éveil et donc d'un sommeil de mauvaise qualité et d'une ventilation qui est inefficace tout au long de la nuit. Donc comment différencier une obstruction des voies aériennes supérieures liée à une diminution de la commande ventilatoire ou sans diminution de la commande ventilatoire? Eh bien, on a besoin des sangles thoraciques et abdominales pour caractériser le type d'événement. Lorsqu'on a une obstruction des voies aériennes supérieures avec une diminution de la commande ventilatoire, donc un événement plutôt central lié à une surventilation, dans ce cas-là, on aura une abolition des mouvements thoraco-abdominaux sur les sangles ou une diminution de l'amplitude des mouvements thoraciques et abdominaux, mais qui restent en phase. Si par contre vous avez une obstruction des voies aériennes supérieures oropharyngées, sans diminution de la commande ventilatoire, il y a une PEP sous-optimale, comme on peut le voir dans le syndrome obésité-hypoventilation. Dans ce cas-là, vous aurez un décalage de phase ou une opposition de phase des mouvements thoraciques et abdominaux. Donc un premier exemple d'obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande ventilatoire. Donc on voit qu'on a une désaturation, un événement qui précède la désaturation. Donc pour caractériser le type d'événement, on regarde l'amplitude de la courbe de débit, on voit qu'on a une diminution de l'amplitude du débit, on a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. Pour caractériser le type d'obstruction des voies aériennes supérieures, on va regarder les sangles thoraciques et abdominales et on voit qu'on a une abolition des sangles thoraciques et abdominales. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures avec une diminution de la commande ventilatoire. Et dans ce cas-là, il faut diminuer l'aide inspiratoire du ventilateur pour corriger ce type d'événement. Un autre exemple d'obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande ventilatoire, donc toujours en polygraphie sous VNI. Donc on a une désaturation ici, on a un événement qui précède puisqu'on a une diminution de l'amplitude des sangles thoraciques et abdominales et on voit une diminution de l'amplitude du débit. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. Et par contre, les sangles thoraciques et abdominales sont parfaitement en phase, comme on le voit. C'est donc un problème de commande ventilatoire et chez ce patient-là, on va aussi diminuer l'aide inspiratoire. Le deuxième type d'obstruction des voies aériennes supérieures, donc c'est sans diminution de la commande ventilatoire, donc c'est vraiment les patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation ou les overlap syndromes, pour lequel ils ont un syndrome d'apnée du sommeil associé et votre PEP réglée sur le ventilateur est insuffisante. Donc on voit une désaturation, donc l'événement respiratoire précède la désaturation. On va caractériser le type d'événement en regardant la courbe de débit. On a une diminution de l'amplitude du débit. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. Pour savoir quel type d'obstruction, on va regarder les sangles thoraciques et abdominales et on voit qu'on a une opposition de phase entre les sangles thoraciques et abdominales. C'est donc une obstruction des voies aériennes supérieures sans diminution de la commande ventilatoire. Dans ce cas-là, il va falloir monter d'un point votre PEP et corriger votre enregistrement
pour vérifier la correction des événements respiratoires nocturnes. Donc l'oxymétrie nocturne peut avoir certaines limites, puisque là, on a un exemple d'oxymétrie reliée au ventilateur, où on a un patient qui a des désaturations en dents de scie tout au long de la nuit. Dans ce cas-là, on va zoomer sur une période où il désature. Donc on voit entre les deux petits traits bleus, c'est la période de 5 minutes pour laquelle on a zoomé. Donc on voit qu'on a des désaturations en dents de scie et qu'on a des obstructions des voies aériennes supérieures répétées tout au long de la nuit. Alors, lorsqu'on a ce type d'enregistrement, si on n'a pas les sangles, on ne peut pas dire si ces obstructions des voies aériennes supérieures sont liées à une diminution ou pas de la commande ventilatoire. Et donc on ne sait pas s'il faut monter d'un point la PEP ou au contraire s'il faut diminuer l'aide inspiratoire parce que le patient est surventilé. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire une polygraphie sous VNI pour pouvoir caractériser le type d'événement grâce aux sangles thoraciques et abdominales. Donc, je vais vous présenter quelques cas cliniques. Donc, le premier cas, il s'agit d'une dame de 50 ans qui a une insuffisance respiratoire chronique restrictive sur une paralysie diaphragmatique droite. C'est une dame qui est obèse, qui mesure 1,55 m et qui a une hypercapnie diurne. Donc, on voit bien une ascension de la coupole diaphragmatique droite. Et donc, on a décidé la mise en place d'une ventilation non invasive. Donc chez cette patiente, on a mis une ventilation non invasive de niveau 1, où on a réglé une aide inspiratoire à 10 cm d'eau, une PEP à 10 cm d'eau, qui est relativement élevée. On a considéré qu'elle qu'elle avait une obstruction des voies aériennes supérieures liée à un syndrome d'apnée du sommeil associé en rapport avec son obésité. On a mis un TI-min à 0,5, un TI-max à 1,2 secondes, un cyclage bas, donc un cyclage comme les patients restrictifs. Et on voit que sous VNI, la patiente a en quelques jours corrigé son hématose de repos, puisqu'on n'a plus d'hypercapnie diurne. La patiente est revue en consultation au bout d'un mois et me dit « Lorsque je me réveille, je suis crevé, j'ai envie de dormir toute la journée et il persiste une somnolence diurne résiduelle avec un score sur l'échelle d'Epworth à 12. On contrôle la gaziométrie artérielle, donc il n'y a plus d'hypoventilation alvéolaire diurne avec une PaCO2 à 35 mm de mercure. Donc on a totalement normalisé son hématose de repos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la carte SD du ventilateur et on a regardé le rapport du ventilateur. Donc sur le rapport du ventilateur, donc en haut vous avez les réglages initiaux. On voit qu'il n'y a pas de fuite, puisqu'on a 6 litres minute au 95e percentile. Le volume courant médian est même important. Je vous rappelle qu'elle mesure 1,50 m. Donc si on calcule le volume par rapport au poids idéal, il est assez élevé. On se rend compte qu'elle fait très bien sa machine. Mais bon, la plupart des patients marseillais font très bien ont une très bonne observance au niveau du ventilateur. Je vous rappelle qu'on a une expérience récente, comme quoi à Marseille, on est très très fort. Et par contre, on voit un IH à 11 par heure. Donc, on a demandé au prestataire de réaliser une oxymétrie intégrée au ventilateur. Et on a déchargé, grâce au logiciel du ventilateur, les courbes du ventilateur. Donc, on se rend compte qu'on a des épisodes de désaturation en dents de scie tout au long de la nuit qui sont probablement responsables du sommeil de mauvaise qualité. Donc, on a pris une période de désaturation, on a mis une fenêtre de 5 minutes, et vous voyez bien qu'il y a des désaturations, resaturations, désaturations. Donc, l'événement qui précède la désaturation est ici. On a donc une chute de l'amplitude du débit, on a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, dans ce cas-là, on peut affirmer qu'on a une obstruction des voies aériennes supérieures, mais on ne peut absolument pas dire le mécanisme de cette obstruction des voies aériennes supérieures, puisqu'on n'a pas les sangles thoraciques et abdominales.
On a donc demandé une polygraphie sous VNI chez cette patiente pour laquelle on a l'impression qu'elle est surventilée, puisqu'on avait un volume courant assez élevé sur le ventilateur et qu'on avait plus que normalisé son hématose de repos. Donc on a fait une polygraphie ventilatoire sous VNI avec pneumotachographe en hospitalisation. Donc sur l'enregistrement, il persiste des désaturations en dents de scie. Donc on se rend compte qu'il y a des événements respiratoires puisqu'on a une diminution de l'amplitude des sangles thoraciques et abdominales. Lors des événements, on a une diminution de l'amplitude du débit. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. Et cette obstruction des voies aériennes supérieures, elle est associée à une abolition des mouvements au niveau des sangles thoraciques et abdominales. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande ventilatoire. Et dans ce cas-là, on a diminué l'aide inspiratoire de 10 cm d'eau à 8 cm d'eau pour corriger les événements. Un deuxième cas, il s'agit d'un patient myopathe de 28 ans qui est traité par ventilation non invasive de niveau 2 avec une interface nasale. Au niveau des réglages du ventilateur, il a une PEP à 9 cm d'eau, une pression inspiratoire à 20 cm d'eau, un déclenchement expiratoire à 9, donc comme les patients restrictifs, un TI min à 0,3, un TI max à 1,5 secondes. Et on va réaliser lors du suivi un monitorage nocturne par polygraphie intégrée au ventilateur. Donc on choisit ce qu'on veut, donc on a la courbe de pression, la courbe de débit et les sangles thoraciques et abdominales. Et on voit qu'on a une diminution de l'amplitude du débit, on a donc une obstruction des voies aériennes supérieures qui est associée à des sangles thoraciques et abdominales en opposition de phase, associée à des fuites importantes lors de ces événements, puisqu'on a une chute de la pression. Donc ce patient-là a une obstruction des voies aériennes supérieures sans diminution de la commande ventilatoire, qui est compliquée de fuite non intentionnelle par ouverture de bouche. Et donc on a pu, grâce à la polygraphie intégrée, au domicile, réaliser des modifications de réglage du ventilateur. Donc on a monté d'un point la PEP et le patient va bénéficier d'une nouvelle polygraphie intégrée au domicile pour s'assurer de la disparition des événements respiratoires résiduels sans avoir à déplacer le patient à l'hôpital. Et le dernier cas clinique, il s'agit d'un patient de 30 ans qui a une insuffisance respiratoire chronique restrictive sur une myopathie des ceintures. Ce patient est en fauteuil roulant et il a une cardiopathie dilatée sévère puisqu'il a une fraction d'éjection entre 35 à 40%. Le patient est traité avec un ventilateur de niveau 2 avec une alternance d'un masque facial et nasal. Il a une PEP à 10 cm d'eau, une aide inspiratoire à 8 cm d'eau, une fréquence de sécurité à 16, un déclenchement expiratoire à 8, donc c'est un patient restrictif, un TI min à 0,7, un TI max à 1,5. Et le patient supportait très bien le ventilateur jusqu'à ce que je le revoie en consultation et qu'il me dise depuis quelques semaines, je me réveille toute la nuit, le matin je suis fatigué. C'est un patient qui a une très bonne observance du ventilateur avec un sommeil non réparateur alors qu'à la gazométrie, la gazométrie est parfaitement corrigée. Donc dans ce cas-là, il faut aller plus loin pour voir pourquoi ce patient a un sommeil de mauvaise qualité alors que la ventilation se passait très bien jusqu'à maintenant. Donc je lui propose de faire une polygraphie ventilatoire sous VNI à l'hôpital, mais c'est un jeune patient qui refuse d'être hospitalisé. On a donc décidé de faire une polygraphie intégrée au domicile sur son ventilateur. Donc au niveau de l'oxymétrie, on voit que ça ne va pas, qu'il y a des désaturations tout au long de la nuit. En dents de scie. Et donc de la même façon, on va zoomer sur des périodes de désaturation pour voir quel est le type d'événement au cours de la nuit. Donc là, vous voyez que vous avez une désaturation. Donc l'événement respiratoire précède la désaturation est ici. Donc vous avez une diminution de l'amplitude du débit. Vous avez donc une obstruction des voies aériennes supérieures chez ce patient.
et on va rajouter le signal des sangles pour savoir si cette obstruction elle est liée à une diminution de la commande ventilatoire. Et lorsqu'on rajoute sur le logiciel les sangles thoraciques et abdominales, on se rend compte qu'on a une abolition du signal au niveau des sangles. On a donc une obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande ventilatoire. Donc l'intérêt de réaliser un monitorage nocturne avec l'aide des sangles au cours de la nuit. Donc ça, c'était des événements qui se passaient en début de nuit, et j'ai regardé ce qui se passait en fin de nuit, au moment des désaturations. Et dans ce cas-là, on retrouve de la même façon des désaturations, qu'on voit ici. Donc l'événement précède, l'événement est ici, puisqu'on a une diminution de l'amplitude des sangles. Et dans ce cas-là, j'ai commencé par mettre uniquement le débit calculé du ventilateur. Donc si on regarde le débit calculé, on a l'impression qu'il y a une diminution de l'amplitude du débit. On peut donc dire qu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures, qui est de la même façon avec une diminution de la commande centrale. Mais j'ai mis le débit total pour voir ce qui se passait. Et lorsqu'on met le débit total, on se rend compte que, en fait, ce n'est pas une diminution de l'amplitude du débit qu'il y avait, mais une augmentation de l'amplitude du débit. Et si vous avez un ventilateur où sur les courbes du débit, vous avez uniquement le débit calculé, vous pouvez prendre des fuites pour une obstruction des voies aériennes supérieures. Et là, on voit bien sur le débit total qu'on a une augmentation de l'amplitude du débit, ce qui est caractéristique d'une fuite. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de mouvement thoracique et abdominal? Il n'y a plus de mouvement parce que c'est un patient neuromusculaire sévère, et lorsqu'il n'est pas ventilé par le ventilateur, d'ailleurs le prestataire, lorsqu'il a installé les sangles, au début, sans mettre le ventilateur, il m'a appelé en me disant « les sangles ne marchent pas » parce qu'il n'y a quasiment pas de mouvement thoracique et abdominal, parce que c'est un patient relativement sévère. Et donc, lorsqu'il y a des fuites importantes, il n'y a quasiment plus de mouvement thoracique et abdominal. Donc, on a des fuites par ouverture de bouche à cet endroit-là, et pas une obstruction des voies aériennes supérieures à ce moment-là. D'où l'intérêt d'avoir le débit total et de mettre le débit total lorsque vous lisez les courbes des ventilateurs au cours de la nuit. Et pour prouver que je ne vous dis pas des bêtises, je vous ai rajouté les fuites totales, et on voit bien que, ici c'est la période où il est bien ventilé, il n'y a pas de fuite, et on a une augmentation des fuites, ce qui confirme bien ce que je vous ai dit, c'est que cet événement respiratoire est en rapport avec des fuites non intentionnelles sur ouverture de bouche. Donc dans ce cas-là, chez ce patient, on a deux types d'événements, des obstructions des voies aériennes supérieures avec diminution de la commande centrale, pour lequel on a baissé l'aide inspiratoire, et ces événements-là peuvent être aussi en rapport avec son insuffisance cardiaque qui peut être déséquilibrée, et il faut optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque qui peut aussi corriger ces événements centraux. Et on a mis en place une mentonnière pour corriger ces fuites par ouverture de bouche. Et on peut réaliser de façon assez facile une nouvelle polygraphie intégrée au domicile pour s'assurer de la disparition des événements respiratoires résiduels. Donc pour conclure, un monitorage nocturne est nécessaire pour s'assurer de l'absence d'événements respiratoires résiduels, qui sont des fuites non intentionnelles, une obstruction des voies aériennes supérieures, un asynchronisme ou une hypoventilation résiduelle. Les sangles sont indispensables pour caractériser certains événements, et aussi il peut y avoir un intérêt d'avoir un débit total, surtout en cas de fuite. Merci Alain, merci beaucoup. Donc je voulais, avant de répondre aux questions, vous montrer, pour ceux qui l'ont jamais vu, comment ça se passe, les sangles. Donc vous allez installer une sangle thoracique à votre patient, à peu près au niveau des mamelons, et une autre sangle au niveau de l'ombilic. Et on va les connecter. Donc vous avez ici une Vivo 45, vous allez connecter un petit module à l'arrière de la Vivo 45. Je vais le montrer comme ça. Et ensuite, c'est assez simple. Dans le petit module, vous avez la sangle thoracique et la sangle abdominale. Et il y a un petit raccord qui va permettre de connecter donc la sangle thoracique sur la sangle thoracique et la sangle abdominale sur la sangle abdominale.
Et comme l'a dit Alain, à partir du moment où c'est connecté, au lieu de clignoter en rouge, ça va passer en vert. Et on va voir sur l'écran de l'appareil les courbes de sangle. Donc le technicien ou la famille peut, avant le coucher, vérifier que tout va bien. Ce n'est pas la peine de trop serrer les sangles. Il faut juste que ça soit, on va dire, ferme, de façon à ce que quand le patient inspire, eh bien, on puisse voir que ça bouge. Hein. Donc, il ne faut pas qu'un soit trop lâche, mais normalement, ce n'est pas inconfortable parce que ça ne sert pas le patient. Voilà, donc on a reçu beaucoup de questions et je vous remercie. La première question de Bertrand, c'était OK, c'est très bien. Quid d'une situation aiguë, de la VNI en aigu, avec quel délai devons-nous réagir à ces anomalies? Donc je vais y répondre parce que l'aigu, c'est ce que je connais le mieux probablement. Donc c'est exactement les mêmes asynchronies qu'on va voir sur une VNI aiguë, sauf que vous les voyez en direct. Hein. Donc quand vous recevez un BPCO, vous faites de la VNI en aigu, vous allez lire sur les courbes ces asynchronies. Et ce que je vous conseille, c'est très rapidement de voir quand par exemple il y a un délai de déclenchement, ou si au contraire la pente est un peu trop raide, qu'il y a un overshoot, ou s'il y a un cyclage retardé, de le corriger tout de suite parce que ça va améliorer le confort et probablement l'efficacité de la VNI et du coup la tolérance. Hein. Donc au début on fait ça cliniquement, mais très rapidement on regarde les courbes. Alors j'ai une question pour toi, c'est pour Lisa, mais en fait il y a aussi Anthony qui a posé la même question. Il demande pourquoi pas une capnographie, une oxymétrie. Donc finalement, quand est-ce qu'on fait la capnographie, quand est-ce qu'on fait que l'oxymétrie et quand est-ce qu'il faut rajouter les sangles? Alors la question est intéressante. La capnographie peut être intéressante, mais vous allez avoir le même problème qu'avec l'oxymétrie. C'est-à-dire que si vous faites une capnographie qui est indépendante de votre ventilateur, vous aurez une tendance au cours de la nuit de la PTCO2. Donc, si vous voyez que la PTCO2 chute au cours de la nuit, vous pouvez suspecter que vos événements respiratoires sont liés à une diminution de la commande ventilatoire. Et de la même façon, ce ne sont que des hypothèses. Après, une autre solution, c'est de réaliser une capnographie couplée au ventilateur, ce qu'on peut faire avec la Vivo 45. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous aurez l'ensemble des courbes, plus les sangles, et en même temps la capnographie, qui peut être intéressante. Mais une oxymétrie et une capnographie indépendantes du ventilateur ne vont pas permettre vraiment de caractériser le type d'événement. On ne va pas voir les asynchronismes, on ne verra pas les fuites. Et lorsqu'on a de l'obstruction, on pourra suspecter le type d'obstruction, mais on sera toujours, on n'aura aucune certitude. Donc une des options, par contre, c'est très élégant de rajouter, en plus de tous les signaux que je vous ai montrés, la capnographie sur l'enregistrement sous VNI. Merci. Une question de Vincent. Donc, c'est pour un prestataire. Attendez-vous que le prestataire soit capable de vous remonter les asynchronies ou est-ce qu'il doit simplement remonter les données brutes et c'est au prescripteur de chercher les asynchronies? Donc, je vais vous donner ma réponse. Je pense qu'on ne peut pas attendre de tous les techniciens qui sachent lire les courbes et qui remontent les asynchronies, mais pour les plus expérimentés, je pense que c'est intéressant de regarder les courbes et de remonter au prescripteur, par exemple, des copies d'écran en disant docteur, j'ai l'impression que là, il y a du double déclenchement, etc. Et on va attendre la réponse du prescripteur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr, oui. Après, ça dépend beaucoup des habitudes qu'on a avec le prestataire et du technicien qu'on a formé ou pas en fonction de nos habitudes. Ok, merci. Lisa nous demande, mais en fait, ces sangles, ça correspond à l'estimation de l'IH. Donc pourquoi on ne peut pas juste se satisfaire de l'IH des fois? Alors des fois, donc déjà l'IH, il ne faut pas se fier tout le temps à l'IH. L'IH est beaucoup moins performant en VNI que sur les PPC. Après, on estime que si l'IH est à plus de 10 par heure, il se passe quelque chose. Après, si vous avez un IH qui est élevé, effectivement, si vous regardez vos courbes de débit, vous allez voir qu'il y a des épisodes d'obstruction des voies aériennes supérieures. Mais de la même façon, avec l'IH seul, vous ne connaîtrez pas le mécanisme de l'obstruction des voies aériennes supérieures et vous avez besoin des sangles pour caractériser le type d'événement.
Mais par contre, effectivement, vous n'êtes pas obligé, un patient qui est parfaitement bien ventilé, qui n'a pas de signes cliniques, si sur votre titration, l'IH est bas, vous n'êtes pas obligé de réaliser une polygraphie intégrée ou une polygraphie sous VNI à tous les patients qui n'ont pas de plainte avec un rapport de machine qui est parfaitement normal. Mais par contre, si votre IH est à plus de 10 par heure, s'il n'y a pas de fuite, il faut vraiment vous poser des questions et peut-être aller plus loin dans le monitorage. Ok. Florian nous demande si c'est dangereux de laisser un patient avec des asynchronies à partir du moment où le patient va bien, se plaint de rien. Qu'est-ce que tu en penses? Alors que ce soit dangereux, non, je ne pense pas que ce soit dangereux. Le risque des asynchronies, si elles sont très fréquentes au cours de la nuit, ça va plus être d'avoir une ventilation qui sera moins efficace. Et on peut avoir des phases d'hypoventilation sur l'oxymétrie qui sont liées en fait à des fuites et à un asynchronisme au cours de la nuit. C'est la première chose. Et deuxième chose, ça peut être responsable d'une mauvaise tolérance du ventilateur. Mais si le patient se plaint de rien, vous pouvez essayer de corriger les asynchronismes, mais si le patient est confortable avec son ventilateur, que vous avez une oxymétrie normale et une hématose de repos normale, le patient n'est pas en danger. Ok. Une question très pratique de Lisa. Quand tu décides de changer la PE, de combien de points tu la changes? Et quand tu décides de changer l'aide, de combien de points? Donc, en pratique, la PE, je la monte d'un point. Alors, des fois, par exemple, si on prend un cas assez typique de patient qui a un syndrome obésité-hypoventilation, lorsque je mets en place le ventilateur, je commence toujours à une PEP à 8 cm d'eau. Mais on a des patients, surtout s'ils ont une interface nasobuccale, qui ont besoin de 10, 11, 12 cm d'eau pour stabiliser les voies aériennes supérieures. Et donc, je monte d'un point, je redemande une oxymétrie intégrée au prestataire et je m'assure que le centimètre d'eau en plus stabilise les voies aériennes supérieures. Mais parfois, il faut monter de 4 cm d'eau pour arriver parfaitement à stabiliser les voies aériennes supérieures. Et pour l'aide inspiratoire, de la même façon, je diminue d'1 centimètre d'eau l'aide inspiratoire. Et je pense qu'il faut toujours, comme on a le réflexe en sommeil, un patient qui a des événements qu'on considère comme centraux, avec une diminution de la commande ventilatoire, baisser l'aide inspiratoire, mais aussi quand même faire un petit bilan cardiaque pour s'assurer qu'il n'y a pas un déséquilibre de ce côté-là. Merci. Alors, deux questions qui se recoupent. Celle de Fred, qui nous demande s'il faut absolument un pneumotachographe, et celle de Mathias, qui nous dit les fuites ne peuvent pas être détectées directement. Donc, effectivement, quand on fait une polygraphie conventionnelle, on a un pneumotachographe ou une mesure du débit. Là, en fait, on n'a pas besoin d'un pneumotachographe parce qu'il est déjà dans le ventilateur, le pneumotachographe. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une courbe de débit. Parce que la courbe de débit, comme l'a dit Alain, va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des fuites ou pas. Si vous n'avez pas de courbe de débit, vous allez voir un événement, mais vous ne saurez pas du tout s'il y a des fuites ou pas. Et on a vu un bel exemple où en fait on voyait que le patient ne respirait pas, mais c'était dû à des fuites. Donc chaque fois qu'on fait une polygraphie, oui, il faut une courbe de débit. Après, comme Alain nous l'a expliqué, les gens qui ont l'habitude de faire des polygraphies regardent le débit total, et si la courbe de débit total, c'est-à-dire la courbe jaune qu'on a vue sur les diapos, augmente, ça veut dire qu'il y a des fuites. Et puis ceux qui ont plus l'habitude de regarder les ventilateurs, on regarde la courbe de débit patient, mais à ce moment-là, il faut toujours rajouter la courbe de fuite pour voir la même chose. À ce moment-là, la courbe de débit patient ne va pas trop changer, mais la courbe de fuite va augmenter. Donc on va dire que c'est un peu des écoles, quoi. Alors, une question de Victor, est-ce qu'on peut faire les mêmes enregistrements pour un patient en PPC? Alors, on peut faire, pour un patient sous PPC, on n'a pas d'intérêt à avoir un pneumotachographe, donc faire une polygraphie avec un pneumotachographe. Le module disponible sur
le module disponible de chez Breas ne peut pas se connecter au PPC, peut se connecter uniquement sur la Vivo 45. Mais par contre, sous PPC, vous pouvez faire une oxymétrie intégrée à la PPC. Donc vous aurez de la même façon votre courbe de pression, de débit et une oxymétrie associée. Mais par contre, vous n'aurez pas les sangles thoraciques et abdominales. Ok. Et une dernière question. François nous dit, en pratique, pour bénéficier des sangles, pour l'instant, il faut peut-être changer de ventilateur, si le patient n'était pas sur une Vivo 45. Est-ce que le fait de changer de ventilateur, on va dire, pour faire cette exploration, peut influencer les résultats? Alors bien sûr, hein, c'est une bonne question. On va régler la pression expiratoire la même, la pression inspiratoire. Après, pour ce qui est des triggers inspiratoires et expiratoires, ce ne sont pas exactement les mêmes. La sensation au niveau du ventilateur peut aussi changer au cours d'une nuit. Donc, effectivement, ça pose problème. Moi, pour les patients pour lesquels j'ai uniquement fait un enregistrement sous Vivo 45 qui avait un autre ventilateur, ça se passait plutôt bien. Et lorsqu'on les a remis sur leur ventilateur habituel, ça se passait bien. Mais je pense qu'on ne peut pas généraliser, effectivement. Ce sont deux ventilateurs de marques différentes. Et la sensation et le sommeil du patient, je pense, peut être perturbé en fonction des ventilateurs qu'on utilise, surtout si on les met que pour une seule nuit où ils ne sont pas forcément habitués. Ok. Merci beaucoup Alain. Avec plaisir. Donc ce webinaire était organisé par les ateliers de ventilation à domicile. Je remercie la société L3 Médical qui a été notre partenaire. Je remercie la société Synapse 3 qui a produit ce webinaire et la société Atucom qui a assuré la communication et les inscriptions. Un grand merci à Alain d'avoir fait le déplacement et nous avoir parlé des patients marseillais qui sont parfaits bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler de la VNI du BPCO. Donc ça sera le mardi 30. Merci beaucoup et bonne soirée.